Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, débat en direct chaque soir à partir de 19h30. Je suis très heureux de vous retrouver. Débat politique parlementaire avec nos internautes, bien sûr, avec notre site lcp.fr, le JDD, vous connaissez l'adresse, bien sûr. Hashtag CVR, ça c'est pour les tweetos. Merci pour votre fidélité. Direction la Syrie ce soir avec ce cessez-le-feu qui a volé en éclats. On va évidemment en parler longuement avec nos invités. Après cette bavure américaine qui a tué 62 soldats syriens. Et puis de son côté, l'aviation syrienne avait riposté en tuant 90 civils à Alep. Une ville assiégée qui n'a finalement pas pu recevoir l'aide humanitaire parce que ce convoi de l'ONU a été lui aussi bombardé cette nuit. Ça a causé la mort de 20 personnes, à la fois des humanitaires mais aussi des civils. Seuls les Russes ou les avions de Bachar el-Assad étaient en mesure de pouvoir attaquer ce convoi. Depuis le début de ce conflit, il y a 6 ans, après des centaines de milliers de morts, la paix n'avait jamais été aussi proche et elle s'éloigne ce soir encore. C'est l'impasse. On va essayer évidemment de comprendre de ceux qui ne veulent pas la paix. On va essayer de savoir pourquoi finalement cette paix est impossible à trouver. On la posera évidemment à nos invités. Et puis on va essayer de s'intéresser à Daesh aussi, parce que quand on parle de la Syrie, évidemment ça concerne la France. Daesh dont on dit que le territoire se rétrécit, qui profite peut-être de cette confusion. Avec cette annonce, on va la commenter ce soir, et pas des moindres, c'est Barack Obama qui a tapé du poing sur la table et qui annonce qu'il aimerait rapidement pouvoir attaquer Mossoul. Mossoul, c'est la capitale, c'est le poumon économique de l'État islamique. On va faire le point sur cette phrase, évidemment, qui risque d'être commentée. On fait le point avec nos invités. Je vous les présente. Gérard Bapt, bonsoir. Bonsoir. Député socialiste de Haute-Garonne. Vous êtes le président du groupe d'amitié France-Syrie. Vous étiez parti, alors on en parlera peut-être, mais c'était un voyage qui avait eu lieu en février 2015 avec une délégation de parlementaires et de députés. Vous n'aviez pas rencontré Bachar el-Assad, mais certains députés de cette délégation l'avaient rencontré pour se faire leur propre opinion. Ça avait fait grincer des dents à l'époque, rue de Solferino. On écoutera ce soir votre analyse sur ce dossier. Meyer Habib, bonsoir. Bonsoir. Député UDI des Français de l'étranger, circonscription qui englobe notamment Israël, vice-président de la commission d'enquête sur les attentats de Paris. Elle a remis ses conclusions en juillet dernier. Et puis là, vous avez déposé une proposition de loi constitutionnelle, et ça nous intéresse au premier chef, nous, LCP, pour créer une 9e commission permanente en charge de la sécurité intérieure, de la lutte contre le terrorisme, parce que cette commission n'existe pas. Il y a la défense, il y a les affaires étrangères, mais il n'y a pas de commission en charge de la sécurité. Vous l'avez déposé, bien entendu, puis le débat devrait avoir lieu dans quelques mois, je l'espère. Merci. En parenthèse, il y a des députés de tous bords politiques qui ont co-signé cette proposition. PS, UDI évidemment, Républicains, et aussi Gilbert Collard, donc de l'extrême droite. Il faut qu'elle soit inscrite ensuite, évidemment, à l'agenda. C'est vraiment tout l'enjeu. Merci. Antoine Basbous, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire des pays arabes. Votre livre qui date de 2011, Le tsunami arabe, il était sorti chez Fayard. Merci d'être avec nous. Pierre Laurin, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, écrivain spécialiste de la Russie. On parlera de la Russie, dont vous dites qu'elle est revenue au premier plan sur la scène internationale, notamment avec son intervention syrienne et avec ce soir ce qui se passe à l'ONU, parce qu'en marge de l'Assemblée générale qui s'ouvrira demain sur les migrations, il y a eu des discussions évidemment à propos de la Syrie. On va l'entendre dans quelques instants. D'abord, regardez le sujet de Marie Labatte. C'est l'occasion de revenir sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est vrai que la paix n'a jamais été aussi proche et ce soir, elle s'éloigne encore un peu plus. Regardez. De nouveaux quartiers détruits et le bruit des bombardements dans le ciel syrien. Depuis samedi, le cessez-le-feu négocié entre les États-Unis et la Russie semble sérieusement mis à mal. En cause, une frappe perpétrée par erreur par la coalition internationale menée par Washington sur des positions de l'armée syrienne à Deir ez-Zor, à l'est du pays. Compte tenu du fait que les rebelles ne respectent pas le régime de cessez-le-feu, nous considérons que son respect unilatéral par les forces gouvernementales syriennes n'a aucun sens. Les États-Unis et les rebelles qu'ils contrôlent, la soi-disant opposition modérée, n'ont respecté aucun des engagements qu'ils ont pris dans le cadre de l'accord de Genève. Pourtant, ce matin, à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies, le secrétaire d'État américain John Kerry refusait encore d'évoquer la fin de la trêve. Le cessez-le-feu de base tient, mais il est fragile évidemment. L'aide humanitaire se met en route aujourd'hui vers quelques 8 endroits différents. Mais nous attendons d'obtenir le bilan complet de notre équipe qui se réunit aujourd'hui avec les Russes à Genève. Ce processus se poursuit et nous verrons où nous en sommes dans le cours de la journée.
L'acheminement de l'aide humanitaire, c'est l'autre point de tension entre Washington et Moscou. Les deux pays se rejettent la responsabilité, accusant qui, les rebelles ou le régime, de ne pas vouloir dégager la route stratégique de Castello, par où doivent obligatoirement transiter les camions de l'ONU pour arriver dans les quartiers rebelles d'Alep. Cette nuit, un convoi humanitaire a d'ailleurs été touché par un raid aérien, tuant 12 bénévoles du Croissant Rouge. Faire s'entendre Russie et États-Unis, c'est donc tout le difficile enjeu de cette Assemblée générale des Nations unies. D'autant que le temps presse, les deux puissances avaient de longue date convenu d'organiser une grande réunion publique ce mercredi, dans l'espoir d'y annoncer la reprise des pourparlers de paix, presque 6 ans après le début du conflit syrien. Voilà, et puis avant d'entendre nos invités justement sur ce qui se passe en Syrie, écoutez les réactions de Ban Ki-moon et de Barack Obama. C'était justement en marge de cette Assemblée générale qui traitera des migrants, mais évidemment la Syrie est sur toutes les lèvres. Écoutez Ban Ki-moon et Barack Obama. Suite à l'attaque choquante, sauvage et apparemment délibérée hier d'un convoi humanitaire du Croissant Rouge syrien arabe, l'ONU a été contrainte de suspendre les convois humanitaires en raison de cette atrocité. Quand on pense que la situation ne peut pas être pire, les choses continuent à s'aggraver. Dans un monde qui a laissé derrière lui l'âge des empires, la Russie tente de retrouver sa gloire passée par la force. Vous en pensez quoi, Gérard Bapt, Meyer Habib, et puis évidemment mes experts qui sont avec moi sur le plateau? C'est vrai qu'on a le sentiment comme ça d'un combat féroce entre les États-Unis et la Russie. Vous êtes d'accord avec Barack Obama? C'est de la faute de la Russie, puisque ce convoi humanitaire, évidemment, qui s'acheminait vers Alep, 38 camions, 20 morts. Et déjà, on accuse la Russie d'avoir été à l'origine de ces frappes. Non, mais je crois que le propos de Barack Obama était plus large. Il considérait la politique russe en général, et pas particulièrement cet acte-là. Il faut rappeler quand même que le budget militaire des États-Unis est 8 fois celui de la Russie. Et qu'à l'heure actuelle, c'est l'OTAN qui se presse aux portes de la Russie, et pas l'inverse. Donc, je pense qu'il faudrait essayer de sortir de ce cercle vicieux où les foyers de guerre se multiplient et où le pire de tout serait bien entendu une confrontation des États-Unis avec soit la Russie, soit la Chine d'ailleurs, puisqu'en mer de Chine aussi, il y a des problèmes à l'heure actuelle qui ne cessent de s'exacerber. Vous élargissez le sujet, mais là, le sujet ce soir, c'est qu'il y a eu 20 humanitaires civils qui ont été tués, qu'il n'y aura plus de convoi humanitaire jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a annoncé Ban Ki-moon, parce que la sécurité n'est plus assurée. Mais Meyer Habib, est-ce que vous avez le sentiment que cette bavure des Resors et ce bombardement sont des réponses croisées des Américains et des Russes? Disons c'est terrifiant de dire ça, mais ils sont à une manche partout. C'est tellement dramatique, c'est tellement grave. Je pense que le monde a une immense responsabilité, et je pense que Barack Obama, qui donne des leçons aujourd'hui, a une responsabilité très importante. Parce qu'en 2013, il avait été convenu avec le président Hollande, on connaissait à peine Daesh à l'époque, l'État islamique existait en Irak, mais pas encore en Syrie. Et il a refusé, et alors que toutes les lignes rouges avaient été dépassées, alors que le boucher de Damas avait massacré son peuple et s'est servi d'armes chimiques, et on s'est tué. Vous savez, Elie Wiesel est mort cette année. Il avait dit quelque chose de très fort. Il avait dit « Nous devons toujours prendre parti. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. » Et il avait dit aussi « L'opposé de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. » Le monde a été pendant des années tout à fait indifférent. On se réveille. Cette guerre, Arnaud Ardouin, est terrible. C'est pas une guerre c'est une guerre entre la Turquie, les Kurdes, les Américains, les Russes, Israël, l'Iran, les Chiites, l'Arabie Saoudite. C'est un billard à 10 bandes. Les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis, c'est aussi peut-être mes ennemis. C'est tellement complexe, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement d'intérêts. En attendant, des civils se font massacrer, et des convois humanitaires se sont détruits. Et des soldats syriens, 62 soldats syriens ont été tués dans une bavure reconnue par le Pentagone, reconnaissant la bavure. Des Resors, Alep, le bombardement, est-ce que vous avez le sentiment comme ça que Russes et Américains se répondent? Évidemment, ce n'est pas du même niveau, mais tout de même, on a le sentiment comme ça que se joue au-dessus de la tête de la Syrie une guerre entre Russes et Américains. Concernant l'attaque de Deir ez-Zor, j'ai une hypothèse, une question, je n'ai pas de certitude. Mais ce que je sais, c'est que le Pentagone n'est pas du tout d'accord avec les négociations de Kerry dans lesquelles il se soumet
à son homologue Lavrov. Il fait des dizaines de milliers de kilomètres. À chaque fois, on le mène en bateau. Il est prêt à signer. Il est envoyé par Obama, mais on ne lui donne pas ni de l'argent, ni des armes pour pouvoir négocier en position de force. Donc Kerry veut juste, par la négociation, convaincre les Russes. Or, les Russes ont là-bas un arsenal. Et ils sont extrêmement durs. Donc le Pentagone, peut-être, a-t-il voulu torpiller Kerry et les plans foireux de Kerry qui ne servent à rien. C'est une guerre à l'intérieur entre le Pentagone... Je ne veux pas l'affirmer, mais je ne peux pas écarter cette hypothèse-là. Donc, les humanitaires, le croissant rouge syrien qui a été attaqué hier, est-ce que c'est la réplique, c'est la réponse du berger à la bergère? Peut-être, je n'ai pas de certitude, mais attaquer un convoi humanitaire alors qu'il est en train de décharger loin du front, tout le monde savait son itinéraire, les gens qui sont là, c'est un crime de guerre. Pierre Lerin, vous en pensez quoi de ce duel diplomatique? Je souscris totalement. On entend d'un côté qu'il y aurait des tensions au sein des États-Unis entre John Kerry, Barack Obama, son Pentagone et des conservateurs, donc il y aurait une bataille à l'intérieur. Mais la position russe sur cette affaire, parce que c'est que les Russes ont immédiatement accusé les États-Unis de devenir les alliés de Daesh en ayant bombardé des resorts, enfin une base. Là, du point de vue russe, les choses étaient très claires. Ils savaient, enfin les Russes, je pense que Lavrov, depuis le départ, savait qu'il y avait une partie de l'administration américaine qui n'était pas d'accord avec la signature de l'accord et que donc, il risquait de se passer des choses. Ce qui s'est passé était plus ou moins attendu. Maintenant, ça s'est passé dans des circonstances très bizarres. Oui. Parce que tout de suite après l'attaque aérienne menée par des avions de la coalition menée par les États-Unis, il y a eu une attaque des djihadistes contre les positions syriennes. Donc, du point de vue tactique, les Russes ont pensé que c'était voulu, qu'il y avait eu une préparation d'artillerie et d'aviation pour permettre une percée. Bon, c'est vraisemblablement pas le cas, mais n'empêche que sur le moment, on pouvait se poser la question. Maintenant, en ce qui concerne le convoi humanitaire, est-ce que c'est une réponse du berger à la bergère? Je ne pense pas. Je crois plutôt qu'on se trouve devant une escalade. C'est-à-dire que il n'y a pas que les Russes en Syrie. Il y a également des Syriens. Et l'état-major syrien ne raisonne pas forcément comme les Russes toujours le souhaiteraient. Et en particulier, à partir du moment où les troupes syriennes se font attaquer dans le secteur d'Alep, il est très clair que l'objectif syrien, ça va être de réduire Alep, de réduire toute résistance. Et donc, il est hors de question que l'on puisse... De faire passer un convoi. Absolument, que l'on puisse alimenter même si ce sont des civils, ça renforce. Parce qu'on ne sait pas, une fois que c'est sur place, on ne sait pas ce que deviennent les fournitures. Donc... Pour les Syriens, je crois qu'il est impératif, s'ils veulent réduire Alep, d'éliminer le risque des convois humanitaires. Donc, je crois que les Russes ont été plutôt surpris de ce qui s'est passé. Le fait qu'ils n'aient pas préparé d'emblée une réponse pour dire non, non, c'est les autres, etc., ça prouve qu'ils sont plutôt dubitatifs sur ce qui s'est passé. Gérard Bab, votre analyse sur quand même les Russes qui ont réagi immédiatement, je leur dis, disant que les États-Unis, les Américains devenaient des alliés de Daesh en bombardant et en tuant des soldats syriens. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, j'ai noté ce qu'a dit à l'instant Antoine Basbous, c'est que le Pentagone était contre l'accord, et que Pentagone et CIA peuvent très bien mener des opérations indépendamment du secrétariat d'État et de la Maison-Blanche. Ça échapperait à John Kerry et à Barack Obama. C'est pas la première chose qui échappe à John Kerry et à Barack Obama. Obama, il a le pouvoir, mais il n'a pas la colonne vertébrale et la décision, la volonté d'agir, alors que Kerry, il est envoyé là, les bras ballants et avec sa belle coiffure, c'est tout. Donc ils auraient pu être manipulés par finalement le Pentagone, la CIA, ou menant des opérations. En ce qui concerne l'attaque du convoi humanitaire, que bien entendu il faut condamner, absolument, sur le principe, quel qu'il soit. Je suis étonné que des avions syriens aient pu faire ça indépendamment du contrôle russe. Il était écrit depuis un certain temps que les avions syriens ne pouvaient pas voler en dehors de plans établis en accord avec les Russes. Mais j'entends Pierre Lerin qui dit quand même
C'est vrai que pour l'armée syrienne, pour Bachar el-Assad, il est inenvisageable de pouvoir redonner de la force à ceux qui vivent à Alep. Est-ce que ça peut être une logique aussi qui se tient? C'est la seule qui se tient parce que Assad a bombardé tous les hôpitaux d'Alep. Regardez ce que dit MSF et les autres organisations humanitaires. Tous les lieux où les gens sont soignés ont été bombardés, y compris les lieux où les gens vont acheter leur pain. Les boulangeries industrielles ont été bombardées. Donc il y a une volonté de faire d'Alep Est le Grozny. C'est un rouleau compresseur que les Syriens veulent appliquer à Alep, comme d'ailleurs ils ont agi, que ce soit à Homs ou dans la banlieue de Damas. Ils veulent que les gens se rendent. Et d'ailleurs, Assad est allé dans la banlieue de Damas pour fêter à l'Aïd, tout simplement parce que c'est une banlieue qu'il venait de conquérir par la famine. Là, il y a eu 4 ans et demi de résistance. C'est une zone encerclée, mais qui tenait tête à l'armée syrienne sans avoir été aidée une seule fois. On voit les images. Les Américains ou par d'autres alliés. Visite d'une mosquée, c'était le 12 septembre. C'est la dernière visite, en tout cas télévisée, de Bachar el-Assad. Et effectivement, comme vous le dites si bien, c'était un quartier d'insurgés, de rebelles, repris par l'armée syrienne. Et c'est une manière pour lui de... par la famine, pas par la guerre. Par la famine, absolument. Donc, en affamant, en empêchant les convois humanitaires d'arriver, en empêchant le médicament d'arriver, ils ont fini par céder. Et c'est pas Assad a tué peut-être 8 ou 9 fois plus. On va arriver assez rapidement sur Bachar el-Assad d'ailleurs, puisque le débat va... Aujourd'hui, il est en train de ressusciter, il se sent pousser des ailes, il sent qu'il est sauvé, il sent qu'il a presque gagné. Peu importe les morts. Sauvé par les Russes notamment. On voit aujourd'hui, y compris les gens qui demandaient son départ, on ne demande plus son départ. Et c'est ça le drame. On a perdu cette guerre contre les Russes. Qui connaissait Daesh il y a 3 ans et demi, je le disais, personne. Aujourd'hui, Daesh disparaîtra. C'est un mot qui fait très peur. 3 ans. Mais Daesh disparaîtra, c'est mon intime conviction, on en reparlera. Il y aura d'autres djihadistes, d'autres islamistes à la place. Mais Assad restera. Assad, hélas, tant qu'on va y revenir. Éradiquer. Et c'est le drame aujourd'hui. Et c'est le drame, il est... C'est pas votre avis, Gérard Bab, parce qu'il y a un enjeu, les Américains ne veulent pas entendre parler de Bachar. Parce que les hôpitaux ont été bombardés sans doute à Alep-Est, mais ils l'ont été aussi de l'autre côté. Moi, je suis en relation avec des médecins qui ont été formés en France et dont les installations hospitalières ont été bombardées aussi, alors qu'ils étaient du côté gouvernemental, dans les quartiers chrétiens ou dans les quartiers... Donc bombardés cette fois-ci par qui alors? Par les insurgés, par les rebelles? Cette semaine encore, l'église syriaque catholique d'Alep a subi, alors qu'on était en pleine trêve, en plein cessez-le-feu, des tirs de mortier de la part des groupes en face. Oui, qui avaient rompu le cessez-le-feu. La différence... C'est important de le dire. Les types de bombardement, c'est que Assad envoie l'aviation, envoie les barils d'explosifs avec les hélicoptères, alors que l'opposition, que je condamne, envoie des petites roquettes ou des mortiers. Donc l'effet n'est pas le même, n'est pas dévastateur. Les intentions sont évidemment les mêmes, mais l'intensité des dégâts humains causés par Assad et les Russes sont énormément plus intenses que l'intensité d'un quartier encerclé où les gens n'ont que des mortiers à envoyer. Gérard Bab et Pierre Laurent. C'est qu'il y a aussi des localités qui sont côté gouvernemental et qui sont assiégées, et notamment des localités chiites qui sont dans le nord-est de la Syrie. Donc on est dans une guerre qui est une guerre civile affreuse, et on sait que les guerres civiles sont les plus terribles. On a encore dans le souvenir, nous bien entendu, la guerre d'Espagne, surtout à Toulouse, qui se double, comme le disait tout à l'heure Habib, d'une multitude de conflits secondaires en quelque sorte, mais qui rendent la situation totalement illisible. Le dernier événement, bien entendu, étant la volte-face du président turc. J'allais venir à la Turquie. Et moi, je pense qui se rapproche de la Russie. Je pense aux populations civiles. Et je suis d'accord avec ce que dit François Hollande là ce soir. Il faut mettre fin le plus vite possible à ce drame. Voilà. Bon, essayons de mettre fin. Rétablissant un minimum de confiance entre les États-Unis et la Russie. Mais attendez, Gérard Bab, que quelque chose soit clair pour ceux qui nous regardent. Est-ce que vous avez le sentiment que l'avenir de la Syrie se joue encore et toujours avec Bachar el-Assad? Parce que tout l'enjeu se pose sur ce point-là. Oui, c'est ça les questions que l'on pose depuis le début. Oui. Et on a vu que ça n'offrait aucune solution, puisque la solidité des alliances passées par la Syrie et Bachar el-Assad avec l'Iran et la Russie
fait que sur ce point-là, il est inutile d'y revenir. Tout le monde accepte, même Erdogan, à l'exception peut-être de l'Arabie Saoudite, même Erdogan, de dire que pendant la phase de transition, Bachar el-Assad sera là. Je ne pense pas qu'effectivement, phase de transition. Ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Ça ne sera pas comme pour Franco, qui ayant gagné la guerre civile, est mort de sa belle mort dans son lit. On ne pourra pas effectivement accepter qu'il n'y ait pas une transition politique, que le problème des libertés individuelles, que le problème du pluralisme politique, mais il ne pourra pas être chassé. Soit posé. Mais ça ne pourra se faire que dans une transition politique, hors laquelle il y aura un chaos pareil qu'en Libye. Qui seront les victimes? Ce seront les Européens, en dehors des populations civiles locales, bien entendu. Ce seront les Européens qui accueilleront les migrants, parce que les États-Unis sont loin. L'Arabie Saoudite ne prend aucun réfugié. Ce sera les Européens. Ce qui a déjà commencé. Qui en prime auront le terrorisme. Pierre Lerin, et puis on s'intéressera ensuite aux groupes rebelles, modérés ou radicaux, parce que c'est vrai que ceux qui nous regardent se disent mais qui finalement se bat contre Bachar el-Assad? On a du mal à le savoir. Pour en venir peut-être à la Russie. Ce qui est important, ce qui concerne Bachar el-Assad, c'est ce que je crois Vladimir Poutine avait dit à François Hollande lors de leur premier entretien, c'était en juin 2012. Et il lui avait dit se débarrasser de Bachar el-Assad, ce n'est pas un problème. C'est un dictateur, entendu. Mais simplement, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on met à la place? Qu'est-ce qui vient ensuite? Or, vous ouvrez le débat, l'autre débat fondamental. Qu'est-ce que l'on met à la place de Bachar el-Assad? Est-ce que le vide du pouvoir à Damas va favoriser les gentils démocrates que nous appelons de nos voeux, mais qui n'existent pas? On les appelle les rebelles modérés, c'est ce qu'on lit souvent dans les articles. Les rebelles modérés, ce sont les rebelles qui n'égorgent qu'à moitié, en gros, c'est ça. Non mais ça c'est important, je vais vous entendre chacun votre tour. Il y a cette question, ces fameux rebelles modérés armés par les Américains pour certains, mais aussi des rebelles radicaux, est-ce que c'est eux qui peuvent être la transition politique en remplacement de Bachar? Il y a danger. On a fausse route. La Syrie ne deviendra jamais la Syrie. Une partition, à mon sens, est obligatoire. Il ne peut pas avoir comme au Liban, il y a eu les accords de Taïf en 1989. Donc les accords de Taïf-Picot, 1916, on réécrit tout. Mais parce qu'à la base, les accords de Taïf-Picot, 1916, on a des ethnies différentes. On a des chiites d'un côté, on a des sunnites de l'autre, on a des Kurdes. Aujourd'hui, je ne vois pas. Le monde espère évidemment pacifier. On ne reviendra, à mon sens, je ne sais pas ce que pensent nos amis sur ce plateau, on ne pourra pas revenir à la situation avant la guerre. J'allais dire naïvement, tout marchait bien avant. Enfin, mais tout d'un coup, il faut tout réécrire. Non, je souris parce que c'est d'une naïveté totale, mais c'est vrai que pourquoi il faudrait redessiner les frontières et tout réécrire? La question est la suivante. En 2011, quand la révolution a éclaté contre Assad, pendant 7 mois, il y avait l'unité nationale dans la rue. Il n'y a pas un seul canif qui était sorti. Qu'a fait Assad? Il avait sorti de ses prisons les islamistes barbus qu'il avait envoyés contre les Américains en Irak et il a donc islamisé et militarisé la révolte. C'est lui qui est à l'origine. Pour pouvoir sévir. En 2012, quand Hollande s'est retrouvé avec Poutine, à l'époque, la population croyaient encore dans les promesses des Occidentaux. Parce que l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis sont allés un vendredi à Hama pour dire à la population qui se révoltait, nous vous comprenons, nous vous soutenons. Qu'ont fait ces pays-là? Zéro pointé. La superpuissance, c'est la super-impuissance américaine. Et donc, en face, il y avait quoi? Il y avait une alliance stratégique nouée avec l'Iran par l'axe chiite, alawite, chiites, et ces gens-là étaient structurés, ils avaient un plan, une stratégie, ils ont avancé, alors que les autres se sont couchés. Les Européens, aujourd'hui, quand ils subissent l'arrivée de migrants syriens, ils subissent juste le retour juste des choses, parce que comme ils ne sont pas allés dire à Assad dégage, comme Kadhafi, comme Moubarak, d'ailleurs, quand Moubarak est parti, quand Kadhafi est parti, l'Égypte et la Libye se portent mieux que la Syrie d'aujourd'hui. Il ne faut pas penser... Et si Assad mourait de sa belle mort dans cette nuit, alors il n'y a plus de Syrie. Il faut réfléchir à autre chose. Il y a d'autres solutions, y compris dans le camp d'Assad. Il doit y avoir des généraux qui ont fait les écoles de guerre en Russie, ou en Union soviétique à l'époque, pour reprendre le flambeau. Et puis finalement, la Syrie ne restera plus dans son entité géographique actuelle. La partition est déjà
tracé au couteau. Il y a un Kurdistan syrien, on va voir la carte, il y a un Alaouistan élargi, il y aura un jour un Sunnistan syrien minimum. On a une carte qu'on voulait vous montrer parce que c'est toujours un peu compliqué de parler de pays sans être pour autant aller dans cette zone. Juste des réserves, c'est le petit point rouge dans la zone grise. La zone grise, c'est l'État islamique, alors évidemment une grande partie de désert. La partie rouge, évidemment, c'est le régime de Bachar el-Assad avec Alep. Et il manque Raqqa, bien sûr. Palmyre, qu'on découvre évidemment, qui a été repris par Bachar el-Assad. Et puis Alep, on n'a pas pu le dessiner parce que c'est trop petit, mais Alep, évidemment, c'est une ville compliquée parce qu'elle est à cheval sur la zone des rebelles et sur le régime. Juste pour montrer à ceux qui nous regardent, voilà, la complexité des enjeux. Gérard Bapt. Oui, deux points de désaccord. En 2011, il y a eu 1200 morts en Syrie, 1200 Syriens. Là-dessus, il y avait 500 membres des forces de l'ordre. Et dès le départ, il y a eu des massacres de policiers à Hama ou près de Alep. Donc dire que d'un côté, il y avait de gentils manifestants, des petits étudiants de la Sorbonne, et de l'autre, un régime qui massacrait, je ne suis pas d'accord là-dessus. Et l'histoire... Vous trouvez que c'est quoi? Trop caricatural, trop exagéré? Mais bien entendu. Les 6 premiers mois, Assad il n'y avait pas de mort, n'aurait pas tenu si véritablement toute la population, comme ça s'est passé dans d'autres pays, s'était dressée contre lui. Mais la vérité, c'est que l'essentiel de l'armée, qui est en majorité sunnite, il ne faut pas l'oublier, a continué à le soutenir. Et puis qu'il a eu ensuite ses alliés. La seconde chose concernant l'unité territoriale syrienne. Moi, je ne crois pas à la partition. Je ne crois pas à la partition. Je sais bien que c'est le souhait d'Israël. C'est le souhait aussi d'un certain nombre de gens autour de Kissinger aux États-Unis. Mais ni la Turquie, ni l'Iran, ni l'Irak ne souhaitent la partition. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont à ce moment-là confrontés à la partition sur leur propre entité. Et donc je ne crois pas à la partition, il faudra évoluer. Il y aurait un effet domino, vous pensez? Comme l'Irak, vers des décentralisations, des gouvernements locaux. C'est l'obsession des Turcs. Et Pierre Laurent, il n'y aura pas de partition. Je veux qu'on parle des rebelles. L'Irak n'est pas un acteur. L'Irak, il est préoccupé par gérer le quotidien. Primo secondo, l'Irak est déjà... Même le président Barzani, le chef des Kurdes irakiens, il est contre la partition syrienne. Non, ce qu'il plaide pour lui, c'est l'indépendance du Kurdistan. Oui. Et ce qui arrive en Syrie, c'est que les Russes, les parrains d'Assad, parlent d'ores et déjà de fédération, parce qu'ils veulent placer les Kurdes, et ils les ont armés comme les Américains. À un certain moment, les Kurdes ont bénéficié du soutien et des uns et des autres parce qu'ils étaient sur le terrain des gens efficaces. Pierre Laurent, et je veux qu'on parle de ces rebelles parce que je veux qu'on sache qui se bat. Ça ne gêne personne. Justement, l'Irak est une fédération. Les Kurdes irakiens sont quasi indépendants, même si nominalement ils sont toujours en Irak. L'Irak, même s'il ne peut pas jouer un grand rôle, a tout intérêt, d'ailleurs l'Irak le prouve, en autorisant le passage des avions russes, le passage des missiles russes tirés depuis la mer Caspienne. Ils soutiennent à fond l'intervention russe parce que c'est le seul moyen de stabiliser, pour eux, de stabiliser une frontière particulièrement poreuse et qui va leur poser des problèmes si jamais la Syrie s'effondre. L'homme qui décide pour l'Irak, c'est un Iranien. C'est le général Qasem Soleimani qui a la main sur l'Irak, sur la Syrie, sur le Liban et qui gère pour le nom très engagé sur le terrain. Et la force Al-Quds. C'est une guerre sunnite. C'est l'Iran. Évidemment. À la base, Assad est une marionnette entre les mains de l'Iran. C'est une marionnette. À la base, les Alaouis, mais c'est l'Iran qui manipule tout. Il faut comprendre. Alors, on reçoit à Paris avec tapis rouge. Allez comprendre. On va entendre Abdelkerim, qui est notre sentinelle citoyenne, donc il est connecté devant sa webcam, et je le remercie parce que c'est vous partagez l'émission avec nous, puis on parlera des rebelles parce que je veux quand même savoir qui aujourd'hui à Alep et dans les combats se bat. Abdelkerim, je vous salue. Je suis ravi de vous retrouver. Dans quel état d'esprit vous êtes d'abord parce qu'il y a beaucoup d'actualités autour de la Syrie. La semaine dernière, la paix était signée, et puis ce soir, c'est l'impasse absolue avec une escalade de la violence. Personnellement, je suis très confus, c'est la confusion totale. En fait, j'ai l'impression que la guerre en Syrie est passée d'un duel entre les États-Unis et la Russie. La guerre a été prise en otage par ces puissances. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de stratégie claire. On fait 3 choses en même temps. On combat Assad, on combat Daesh et on remodèle le Moyen-Orient.
Est-ce qu'il ne faut pas faire une chose à la fois? Pourquoi ne pas d'abord combattre Daesh, après combattre Assad, et après le modeler la région selon les préférences ethniques, comme ça se passe maintenant? Les Kurdes ici, les Turcs par là, les Irakiens par-ci, les Syriens, on ne comprend plus rien. Je crois que la communauté internationale a intérêt à faire une chose à la fois. Et ce qui m'étonne encore plus, on a affaibli l'ONU, et là, le convoi de l'ONU est bombardé. Personne n'en parle à l'ONU. Même Obama n'a rien dit. Pourquoi ce silence? Est-ce que la faiblesse de l'ONU profite aux États-Unis, à la Russie, et tout le monde part à l'ONU pour se plaindre? Et on ne laisse pas l'ONU régler le problème. Est-ce que finalement, cette crise-là n'est pas prise en otage par les États-Unis et la Russie? Bon, c'était un peu ma question du début, mais Abdelkarim, comme ça vous prolongez ce que je demandais. Mais est-ce que cette faiblesse de l'ONU ne profite pas finalement c'est ce que dit Abdelkarim. C'est pire qu'une faiblesse de l'ONU. Il y a quelques semaines, c'est 8 millions de dollars qui ont été virés à la famille d'Assad par une organisation de l'ONU. Donc on va dans un délire le plus absolu. Et c'est extrêmement compliqué parce que nous, ici en France, on est en guerre parce que ça a un rapport. C'est pas non plus ce qui se passe là-bas, ça a une incidence virement directe. À la famille Assad dans le cadre de l'ONU, expliquez-nous parce que c'est vrai que. Disons qu'il y a eu un virement qui a été fait à la famille, à une organisation. Des virements. Deux virements. Je crois 8,5 millions de dollars. C'est beaucoup. Par l'ONU à la famille Assad. Oui, c'est de l'argent. Pourquoi? Dans quel... C'était censé être pour des humanitaires. On voit où ça va, quoi. On va chez un boucher, et c'est l'ONU qui vire. Et Arnaud, le drame aujourd'hui, c'est qu'en France, on a eu 250 morts cette année avec une influence directe avec ce qui se passe là-bas. C'est plus une guerre qui est loin de nous, c'est une guerre qui est chez nous. Et il faut bouger, détruire Daesh, arrêter les djihadistes d'où qu'ils soient, y compris chiites, parce que c'est avant tout une guerre chiite-sunnite. Si on déséquilibre si on choisit un camp par rapport à un autre, on n'a rien gagné. C'est une question de morale. On a choisi le camp, là. On a choisi notre camp. Enfin, la France, l'Occident a choisi le camp des sunnites de l'Arabie Saoudite et du Golfe. Mais non, la France. Non, mais là, la France a choisi l'Arabie Saoudite. Et du terrorisme en Europe. Mais Pierre Laurent, juste, Vladimir Poutine, dans son combat, dans son choix de soutenir, de revenir sur la scène diplomatique et en soutenant Bachar el-Assad, est-ce que derrière, il y a chez Vladimir Poutine une angoisse lorsqu'il observe les rebelles qui se sont radicalisés? Est-ce que derrière, il y a cette question qui est posée? Évidemment qu'il y a une angoisse, mais c'est une angoisse qui existe et que nous n'avons pas voulu voir dès la fin des années 90 avec la Tchétchénie. On disait ces gentils Tchétchènes qui luttent pour leur indépendance. Non, pas du tout. À l'origine, oui, c'était des gentils Tchétchènes qui luttaient pour une éventuelle indépendance mafieuse, mais on pouvait comprendre. Mais ensuite, on n'a plus compris que c'était réellement un mouvement islamiste relativement pur et dur, et qui était l'ancêtre de ce que l'on connaît et qui était entraîné par Al-Qaïda en Afghanistan, et tout ça, on ne voulait pas le voir, mais les Russes, ils le voyaient très bien. Et ce qu'ils craignent maintenant, c'est que tous ces djihadistes qui ont fui la Russie, eh bien, ils reviennent. Ils ont envie que la situation se calme au Moyen-Orient, de trouver des solutions au Moyen-Orient pour éviter que tout le sud de la Fédération russe n'éclate comme elle a failli éclater il y a 15 ans. Antoine Basbous, Meir Habib, sur ces rebelles, c'est vrai qu'on lit souvent les rebelles modérés, on se dit mais tiens, qui sont-ils? L'armée syrienne libre, on voit aussi le Front Al-Nosra très présent, qui a changé de nom mais qui est toujours très présent. Qui sont ceux qui se battent contre Bachar el-Assad, et est-ce qu'ils sont une alternative politique? En 2011, pendant les 6 mois, il n'y avait que des civils. Après la militarisation, il y a eu à peu près 100 000 désertions de l'armée qui sont parties globalement vers la Turquie ou vers la Jordanie. Est-ce que M. Obama a-t-il envoyé la CIA pour dire on encadre cette force de refus pour la structurer et l'injecter en Syrie, pour remplacer Assad par une force structurée qui nous est fidèle? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais des miettes distribuées ici ou là. Même les Turcs, au lieu de gérer ces gens-là pour évincer Assad, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont placés dans des camps, ils les ont maltraités, ils les ont méprisés. Donc finalement, il y a d'un côté le camp des gens qui sont déterminés, Iran, Hezbollah, Russie, et de l'autre, il y a des gens qui sont flasques, qui n'ont rien fait, que des paroles. Vous rangez la France aussi dedans? Mais évidemment, que des communiqués, alors que
pour la justice, il faut rappeler que Hollande était prêt à taper sur la Syrie. Oui, vous l'évoquiez tout à l'heure. En l'été 2013, alors que c'est Cameron et Obama qui ont reculé. C'est la réalité. Ça c'est pour vous. Allez-y, Pierre Laurent et Je Gérard crois Bapt. que le problème, c'est qu'on avait l'exemple libyen. On se demandait ce que c'était en train de devenir, notre intervention. Est-ce qu'on allait faire la même chose? Est-ce qu'on allait envoyer des troupes au sol? Il n'y a pas le choix. Il y a pas La le guerre, choix. non, La non. question n'est pas là. La question, On c'est ne gagne pas une guerre par le choix procuration. ou pas. On est Est-ce en que guerre. nous sommes Daesh veut notre disposés à mort. le Il faut faire? terminer avec Daesh. Est-ce que nous sommes disposés à le faire? Non, mais Visiblement, nous ne le sommes pas. Vous êtes disposés, mais vous n'êtes pas au pouvoir. Peut-être lorsque les Républicains seront revenus au pouvoir, s'ils le reviennent, on verra ce qui se passe. Mais Ma conviction intime, c'est qu'il n'y a pas de républicains, il n'y a pas de socialistes, il y a la France dans ce genre de choses. Là, nous sommes en guerre, nous sommes attaqués, on a massacré des Français, 250 en un an, dans des cafés, dans des théâtres à Paris. Est-ce qu'on peut rester les bras croisés en les regardant? La question, Moi, la vraie question, quelqu'un tire dans la jambe, moi je lui tire une bague entre les deux yeux. Il faut terminer avec Daesh. Lorsque vous connaissez effectivement celui qui vous a tiré la balle dans la jambe, vous pouvez lui tirer une balle entre les deux yeux. Mais lorsque vous ne connaissez pas, lorsque vous ne savez pas comment l'atteindre, lorsque vous ne pouvez pas l'atteindre, qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi vous avez décidé... Meir Habib et Gérard Bapt. Allez-y, répondez. Il n'y a pas de guerre facile. Mais bien entendu qu'il n'y a pas de guerre facile, mais il faut être raisonnable. Il faut être déterminé. Qu'ont fait les Américains en Irak en 2003? Un bordel incroyable. On ne peut pas faire et pourtant, la guerre. j'étais pour à l'époque. Quand Laurent Fabius dit on va faire des frappes, mais on va surtout pas dépasser la ligne de frontière en Syrie. On fait pas la guerre comme ça. Quand on fait la guerre, on va jusqu'au bout. On peut pas faire la guerre par procuration, ça n'existe pas. Ou on la fait pas, on laisse, ça nous regarde pas. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Mais aujourd'hui, on a tué 250 Français. Et là, je crains que ce soit que le début. Mais bien sûr pas que fini. ce n'est que le début. Gérard Bapt, juste, je me permets de... vous êtes parti avec une délégation de parlementaires, certains ont rencontré Bachar el-Assad, et certains nous disent comme ça, mais finalement, Bachar el-Assad, c'est lui le ciment, c'est lui qui structure le pays. Si Bachar el-Assad n'est plus là, c'est l'islamisme radical qui prend le pas. Est-ce que c'est ça l'ambivalence ou la dialectique? Parce que c'est un État qui est bâti autour d'un parti qui est un parti hégémonique et dont la colonne vertébrale est la famille Assad. Voilà, ça c'est une réalité, elle est incontournable. Pourquoi on a maintenu Franco, je reviens toujours à cet exemple-là, un état de mort-vivant si longtemps? Ça peut changer, Gérard. C'est parce qu'il était, lui, toujours, et pour les transitions, c'est très très difficile. Voilà. Bon, mais je veux revenir sur la question des bombardements qui auraient tout changé en 2013. D'abord, Obama a reculé, parce qu'un certain nombre de vétérans de la CIA et de FBI l'ont averti que cette affaire de bombardement chimique, il n'était pas évident du tout que ce soit Assad. Et aujourd'hui, un certain nombre de rapports d'ailleurs sont sortis, notamment du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui dit le contraire. Bon, mais passons là-dessus. Qu'est-ce qui était prévu? Il était prévu 1 ou 2 journées de frappe en évitant les zones urbaines, en faisant en sorte que... Sans droit de suite, sans pouvoir suivre. Je pense que l'armée syrienne avait eu largement le temps de se planquer. Quand on voit la façon dont, depuis des mois, Daesh est frappé par des frappes aériennes américaines, russes, de la coalition, depuis des mois et des mois. Et comment elle résiste? Comment penser qu'un petit épisode de bombardement comme ça eût été un changement radical il aurait fallu effectivement envoyer des hommes. Au sol. Quel est le pays occidental qui est prêt à aller se faire tuer là-bas pour se battre contre qui? Parce que celui qui nous a attaqué, on y revient toujours, on celui qui nous a envoyé les terroristes à Charlie et au Super U, c'est Al-Qaïda, dont la branche syrienne s'appelle Al-Nosra. Qui est-ce qui nous a attaqué ensuite au Bataclan? C'est Daesh. Or, comme ça a été tout à l'heure souligné, le paradoxe c'était que la théorie Fabius, c'était ni-ni. Oui. On tapait ni sur Assad, ni sur Daesh. Du coup, Daesh ne s'est pas gêné pour faire le Bataclan. Or, qu'est-ce qui nous attaque? Il faut quand même voir que quand on est attaqué, l'adversaire principal prioritaire, c'est celui qui nous attaque. C'est ce que François Hollande a dit. C'est ce que François avec les Russes, c'est ce que François Hollande, de la France. Laisse-moi terminer. C'est ce que François Hollande a fait voler en éclats le 16 novembre à Versailles devant le Parlement, c'est qu'après cette attaque de Daesh aussi brutale et affreuse que celle du Bataclan, on a décidé d'aller taper aussi, nous aussi, dans la coalition internationale, Daesh, enfin l'État islamique, en Syrie. Mais effectivement, au point de vue stratégique, on peut se dire que nous avons eu quelques faiblesses. Réponse, et vous allez entendre Barack Obama qui va plus loin encore sur cette question. En quelques mots simplistes. Sans la Russie, Assad ne serait pas aujourd'hui actuellement au pouvoir. Nous avons fait de graves erreurs
il y a eu le conflit ukrainien, la Crimée. Dans notre relation Russie, avec. Il fallait comprendre que c'était beaucoup plus complexe, que la Crimée. Et le conflit, et nous on a pris une position, on a isolé la Russie, on a interdit d'acheter des produits russes. On s'est un peu enfermé. Et là, il s'est refait une santé et une force sur le dos en Syrie. Et on a fait beaucoup là, mais c'est facile de dire après, il fallait Yaka, c'est complexe. Mais la base, c'est aujourd'hui de... Vous dites on a maltraité la Russie, c'est une grande puissance, il fallait traiter différemment avec ce pays. À mon sens, oui. La Russie... Écoutez ce que dit Barack Obama à propos justement de Daesh, puisque évidemment, toute cette confusion profite à Daesh, dont le territoire s'est réduit, doucement, mais il se réduit. Écoutez ce que dit Barack Obama, il tape très fort du poing sur la table. Écoutez-le. Grâce à nos forces déjà déployées, grâce à la coopération entre la coalition et les forces de sécurité irakiennes, grâce à la coopération et le courage des Peshmerga, nous pensons que nous serons en position d'avancer assez rapidement. Ce sera difficile, ce sera compliqué, et nous aurons besoin d'aide. Nous allons demander le soutien du Congrès, et nous allons également demander aux autres pays de nous soutenir. Alors c'est compliqué parce qu'évidemment les élections américaines, parce que les délais sont courts. Est-ce que c'est pas un peu une stratégie là, de communication dans un contexte politique? Et oui, parce qu'ils sont frappés aussi. Ils se réveillent bien tard. Revendiqués par Daesh. Ils ont des élections le 8 novembre et Clinton est à la peine. Donc il veut doper Clinton et d'ores et déjà les Américains ont financé 5 camps de réfugiés dans le Kurdistan irakien. Tout est prêt, les tentes sont là, l'eau est déjà acheminée et donc... Dans l'hypothèse d'un déplacement de population? Oui, parce qu'ils savent que quand l'attaque va commencer, il va y avoir au moins 1 million de gens de Mossoul qui vont se déplacer. La seule frontière proche et sécurisée, ça sera le Kurdistan, et c'est là que les camps sont installés. Donc il y a un agenda américain dans lequel Obama s'inscrit. Il veut donner sa chance à Clinton, et tout le camp de Clinton pousse dans cette perspective. Vous y croyez, Gérard Bapt? Parce que c'est vrai que c'est une phrase forte. Mossoul, c'est le poumon économique. Toucher Mossoul, et prendre Mossoul, c'est détruire l'État islamique. Je crois tout à fait à la thèse d'Antoine Basbous disant que Obama s'y tape sur la table, c'est qu'il est assailli, lui aussi. La bavure qu'il reconnaît comme telle. Ne revenons pas si c'est une bavure. Les actes de terrorisme qui commencent à monter avec des loups solitaires aux États-Unis, ce qui prouve que même quand on est une grande île, on n'est pas à l'abri. Et puis la troisième chose, c'est la proximité de l'élection. Et donc par rapport à Donald Trump qui apparaît lui comme le plus énergique sur le plan de la sécurité, je pense que Obama est en train d'essayer de regagner des points pour Hillary Clinton. Regagner des points et en même temps se positionner stratégiquement, puisque vous dites qu'il existe déjà des positionnements humanitaires dans l'hypothèse d'une attaque. Donc, il y a déjà plus de 5000 soldats américains, dont 540 ont été placés récemment à proximité de Mossoul pour superviser les opérations à venir. Pierre Laurin, comment vous regardez cette... Est-ce qu'il est possible, en y réfléchissant et en prenant de la hauteur, qu'il y ait une coalition très large où Russes et Américains, et ce soir il y a d'ailleurs une réunion en marge de l'Assemblée Générale entre Lavrov et Kerry, et ces questions j'imagine sont sur la table, une coalition forte, Russes, États-Unis, pour prendre Mossoul. C'est ce que demandent les Russes depuis très longtemps, même avant l'intervention en Syrie. L'année dernière, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, Poutine avait proposé la coalition que les Occidentaux avaient refusée. Donc il y est allé tout seul. Aujourd'hui, visiblement, les Russes y comptaient encore, sinon ils n'auraient pas avancé si loin. Et une chose importante, c'est que les Russes étaient prêts à dévoiler le contenu de l'accord, et les Américains ont refusé. Et pourquoi ils ont refusé ? Selon Poutine, c'était parce qu'ils ont peur simplement de voir que les gens voient qu'ils ne respectaient pas l'accord, ce qui est vraisemblable, parce qu'il n'y a aucune raison. Parce que l'accord est au désavantage des Américains, parce que Kerry a signé n'importe quoi sous la dictée de Lavrov, et qu'à vrai dire, il n'y a pas de confiance. Les Occidentaux ne font pas confiance à la Russie, alliée avec l'Iran, alliée avec Assad. C'est une affaire de confiance qui n'est... Et inversement. Les Russes et les Chinois ne font pas confiance non plus à l'OTAN après le précédent libyen,
où on sait que l'Occident a totalement outrepassé les résolutions du Conseil de sécurité concernant la Libye. Mais on parle des Russes, des Iraniens. Il y a quand même un élément nouveau aussi qui est apparu, c'est l'intervention de la Chine, qui maintenant amène des matériels, fait de la formation pour l'armée syrienne. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des Ouïghours qui étaient à la pointe d'ailleurs des actions kamikazes, des véhicules suicides, et que comme les Russes ne veulent pas voir revenir les djihadistes dans le Caucase, les Chinois aussi s'inquiètent de ce que il y a des Ouïghours en ce moment qui sont en train de se former militairement en Syrie et qui pourraient revenir en Chine. Vous nous dites qu'il y a une peur du djihadisme mondialisé, c'est ça que vous nous dites, et que chaque grande puissance s'organise. C'est ça la peur aujourd'hui des grandes puissances, dont la Chine d'ailleurs. Mais évidemment, on voit aujourd'hui le drame du djihadisme, qu'il soit sunnite ou chiite. Il est plus à ce stade sunnite que chiite, et tout le monde, et personne n'est épargné. Et le drame aujourd'hui, si on enlevait ce cancer que le djihadisme dans le monde, il n'y aurait quasiment plus de terrorisme. L'Irlande, c'est terminé. Les foyers aujourd'hui de guerre, c'est l'islam radical. Il faut appeler un chat un chat. Et ça, initialement, c'est une guerre entre eux, c'est-à-dire entre sunnites et chiites. Comment on y arrive? C'est très difficile d'importer nos valeurs. C'est aussi une guerre entre sunnites. Parce que les salafistes et les wahhabites se réfèrent à une tendance de l'islam qui dit bien que si on n'appartient pas à cette tendance, on va aussi massacrer. Le fameux Ibn Taymani, le prédicateur du XIIIe siècle, voulait faire massacrer les soufis, qui étaient aussi des sunnites. Mais Gérard, je voulais juste citer l'ayatollah Khomeini qui nous disait à l'époque, l'islam est politique ou rien. Ça, c'est du côté chiite. Donc c'est pareil. Ça, c'était, c'est du côté chiite. Moi, je renvoie la peste et le choléra, et la peste. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Juste, il nous reste 10 minutes pour essayer de se projeter un tout petit peu, de se dire, mais est-ce que, parce que les Français évidemment craignent les attentats, les Américains ont été touchés la semaine dernière, on parle de ce djihadisme mondialisé qui s'organise jusqu'en Chine. Comment on sort de l'impasse? Est-ce que les Américains doivent, avec le prochain président, changer de stratégie, de diplomatie, d'alliance? On a peu parlé ce soir de l'Arabie Saoudite, mais elle a joué un rôle important, elle joue un rôle important. Comment vous voyez les choses, Antoine Basbous? Comment on réinvente là le monde dans les 20 ans? Il faudrait de la vision et de la détermination pour appliquer la vision. À l'heure actuelle, Obama n'a ni l'une ni l'autre, ni la vision ni la détermination. Pour revenir à la question que vous avez posée sur l'islam, il faut 2 mots. Les internationales djihadismes sont à Téhéran et sont aussi chez les wahhabites. Or, les wahhabites sont d'ores et déjà contestés parmi les sunnites. Il y a eu une conférence à Grozny, organisée par les soviétiques, par les Russes plutôt, pardon, et dans laquelle les oulémas sunnites du monde entier ont mis à l'index les oulémas wahhabites en présence du mufti d'Al-Azhar. Pourquoi on met les wahhabites à l'index? Parce que 15 ans après le 11 septembre, c'est Poutine qui a manipulé les sunnites pour les redresser contre les wahhabites et exclure les wahhabites du sunnisme. C'est une grande manipulation qui a pour l'instant réussi et qui a jeté un grand froid entre les Saoudiens et l'ensemble des pays qui étaient présents, dont l'Égypte, qu'ils soutiennent. Mais Rabi, vous êtes d'accord avec cette analyse, cette idée comme ça que c'est aussi Poutine, on en revient. C'est très complexe. Que là, on est un jeu à 5 bandes là. Je vais vous dire, c'est à 10 bandes. Mais moi, je vous dis, si vous me permettez, je ne suis pas tout à fait objectif, parce que vous savez que j'ai une affection particulière pour Israël, mais il faudrait s'inspirer un petit peu des Israéliens. Les Israéliens ne tolèrent, ils ont à la fois une main tendue en permanence pour faire la paix, mais ne tolèrent pas la moindre bombe, le moindre écart. Immédiatement, ils réagissent. Bombardement Golan, évidemment, ils ont réagi. Parce qu'ils sont et personne va se frotter avec eux. Parce qu'ils savent que qui s'y frottent, s'y piquent. Aujourd'hui, mais nous, on a tellement été faibles. Il y a tellement eu, comme on le disait tout à l'heure, de laisser aller. On a laissé faire. Ils n'ont plus peur. En réalité, et c'est là où on est réellement responsable. L'Occident, et en particulier Obama, j'en veux énormément, parce que c'est vrai, je ne suis pas socialiste, mais sur ce point, François Hollande était d'accord pour faire des frappes ponctuelles. Donc vous le trouviez courageux sur ce point, François Hollande? Oui, on est à front renversé. Sur ce point, je pense qu'il a pris ses responsabilités. Vous dit l'inverse. Il vous dit que c'est 2 jours de frappe un peu ridicules qui n'auraient servi à pas grand-chose. Enfin, si j'ai bien compris le débat de ce soir. L'effet psychologique aurait été énorme. Et les gens du régime allaient se retourner contre Assad en lui disant « Où est-ce que tu nous as conduits ?» Pierre Lerin, ça aurait changé la face. Est-ce que Vladimir Poutine, ce soir, tirerait toutes ces ficelles dont nous parle Antoine Basbous? Non. Vladimir Poutine a une stratégie qu'il applique, mais il s'en est jamais caché. Il part du constat que, avec les chiites
On peut éventuellement négocier parce qu'il y a un dirigeant unique et donc tout le monde obéit, c'est comme le pape. Avec les sunnites, on ne peut pas. On peut pas. C'est plus complexe. Gérard Bapp, avant de nous quitter quand même, imaginons que le territoire de Daesh se réduise, que Mossoul tombe. Ça veut dire que les djihadistes reviennent en France? Il va se réduire. Mais vous savez, vous avez Boko Haram, qui est une excroissance de Nigeria. Daesh. Vous avez en Somalie l'excroissance de Daesh. Vous avez partout dans le monde. J'ai trouvé récemment un article. Au Cameroun, le wahhabisme menace la paix sociale. L'islam local qui est adapté aux coutumes, tout ça, est en bagarre en ce moment avec les mosquées et les imams financés par l'Arabie Saoudite qui, eux, viennent au nom du wahhabisme. Et financent. Et ce wahhabisme, Hillary Clinton elle-même, après la tuerie d'Orlando, a demandé à l'Arabie Saoudite d'arrêter de financer son prosélytisme wahhabite dans le monde parce que c'était des ferments de terrorisme. Hillary Clinton elle-même. Voilà. Donc, il faudra aussi peut-être, si on veut sortir de ces confrontations, y compris au sein du monde sunnite, que ce wahhabisme soit combattu. Donc l'Arabie Saoudite. C'est très important que la grande mosquée d'Al-Azhar, maintenant en Égypte, et ce n'est pas une manipulation, ça existe déjà avant. Il y a eu un grand discours du maréchal Sissi devant cette mosquée en disant « Pouvons-nous continuer avec une branche de notre religion qui estime qu'il faut tuer tous les autres parce que ce sont des mécréants ?» Voilà, c'est ça qu'il a dit dans son discours, Sissi, voilà, qui n'est pas un paragon de démocratie non plus. Absolument. Mais il a dit ça. Or, pour nous, le danger, ce terrorisme, c'est bien cette idéologie-là. Mais juste un mot quand même pour les Français qui nous regardent, les téléspectateurs qui se disent mais bon, très bien, Mossoul va tomber, il y a un calendrier américain, les tentes sont déjà prêtes, donc ils ont déjà anticipé ce million de déplacés, de réfugiés. Daesh va donc tomber, ça veut dire que quoi? Que les djihadistes, les islamistes radicaux vont rentrer chacun chez eux, en Russie, en France. Est-ce que au Sahel, est-ce que cette peur-là est forte et est-ce que finalement, cette espèce d'entre-deux... boule de cristal, mais c'est très inquiétant. C'est évidemment très inquiétant. Le patron de la DCRI en a parlé au Parlement il y a quelques mois. C'est vrai que s'ils sont défaits sur un terrain géographique, l'idéologie peut rester ancrée dans les esprits où que les gens se trouvent, où ils s'enfuient. La réalité, c'est que nous sommes en face d'une grande crise de l'islam. Et ceux qui tiennent la corde sont les internationalistes djihadistes, sunnites et chiites, qui se font de la guerre. Et nous, on est là en disant lui a raison, lui n'a pas raison, et ainsi de suite. C'est la crise de l'islam qui aujourd'hui nous éclate à la figure. L'islam politique. Toutes ces guerres au Moyen-Orient sont animées par soit l'Iran, soit l'Arabie qui se tape dessus. Exactement. Vous en pensez quoi? Parce qu'il y a aussi, on ne va pas refaire le débat, mais c'est vrai qu'on avait le sentiment que Bachar el-Assad contestait, critiquait le boucher sur ce plateau il y a quelques instants. Il doit partir. Et en même temps, on nous dit il est aussi le ciment d'une sorte d'unité qui fait qu'il n'y a pas d'islamisme radical. Honnêtement, je crois que l'adversaire, c'est évidemment l'islamisme radical, quel qu'il soit. Maintenant, vous vous souvenez, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque Hitler a attaqué l'Union soviétique, les Américains enfin, ils n'étaient pas encore en guerre, mais ils étaient d'accord parce qu'ils ont envoyé beaucoup de matériel en Union soviétique. Mais surtout, Churchill a dit que s'il fallait s'allier avec le diable pour battre Hitler, il s'allierait avec le diable. Bachar el-Assad, c'est peut-être le diable, mais c'est l'une de nos cartes pour lutter contre l'islamisme radical. C'est la phrase de Churchill. Abdelkarim, un dernier mot avant de nous quitter, je crois que vous êtes avec nous, toujours connectés. Vous en pensez quoi de cette phrase de Barack Obama, et puis évidemment de l'inquiétude des Français qui se disent, voilà, les choses deviennent sérieuses, Mossoul tombe, Raqqa, c'est la fin de l'État islamique, mais c'est aussi, eh bien évidemment, l'effet domino avec l'arrivée de djihadistes qui vont revenir sur le territoire. Il y a ce risque quand même. Oui, le problème, c'est qu'ils ont fait cette promesse de fermeté plusieurs fois. Pourquoi je dois croire maintenant que cette promesse de fermeté doit se réaliser? Je crois qu'à un moment donné, il faut que les grandes puissances tiennent leur promesse de fermeté pour qu'on les croie au fur et à mesure. Cette promesse de fermeté est variable et c'est varie à chaque fois, leurs intérêts varient ou se déplacent. Je crois qu'à un moment donné, il faut renforcer l'ONU pour que l'ONU fasse le travail. On est fatigué de ces intérêts personnels de chaque puissance qui nous mène selon ses intérêts. À chaque fois, la vérité est liée à leurs intérêts. Merci Abdelkarim. Sincèrement, on est fatigué. Donner la puissance à l'ONU, donner son rôle et que le reste
résoudra tout seul. L'ONU ce soir, évidemment, Assemblée Générale qui commencera demain sur les migrations, puisqu'on l'a évoqué, mais il y a aussi un effet connexe à toutes ces guerres, c'est évidemment les déplacements de population et les migrations. Je vous ai vu lever les yeux au ciel. Pourquoi vous êtes d'accord? Il faut renforcer l'ONU qui, tout doucement, perd de sa superbe. Bien sûr qu'il faudrait renforcer l'ONU, bien sûr. Bien sûr. Mais je crois qu'en dehors du conflit sunnite-chiite, il y a aussi quand même des intérêts étrangers, notamment en matière de pétrole et de gaz. On n'a pas parlé du pétrole. Qu'il ne faudrait pas laisser passer. Et ces pipelines qui devaient passer ici, qui ne passeront plus. Parce que Mossoul, c'est... Celui d'Erdogan qui reviennent dans le jeu. Il faut voir aussi qu'il y a des intérêts qui sont géopolitiques, économiques dans la région. Vous êtes d'accord? Il y a l'enjeu du pétrole. Mossoul, c'est le gaz, le pétrole. Et évidemment, il y a beaucoup d'appétit autour de cette zone. Mossoul n'est pas la zone la plus riche en hydrocarbures. C'est le Grand Sud, c'est Kirkouk et le Kurdistan. Mais bon, on ne se battra pas pour le pétrole à Mossoul ou le peu de gaz qui existe. Mossoul, c'est un enjeu de Daesh où il faut vaincre Daesh pour libérer les gens de Mossoul. Qui est un symbole. Merci à vous quatre de nous avoir éclairés sur ce sujet. On va le suivre évidemment de très près parce que l'actualité s'est accélérée autour du dossier syrien. Merci à Gérard Babb, député socialiste de Haute-Garonne. Merci Meyer Habib, député UDI des Français de l'étranger, qui est le vice-président de cette commission d'enquête sur les attentats de Paris. Merci à Antoine Basbous et merci à Pierre Laurin de nous avoir éclairés de leur savoir. Demain, on revient en France. Ah, le vote JDD, je l'oubliais, mais c'est important, nos amis du JDD. Regardez la question qui leur a été posée. On va la découvrir tout de suite. Voilà. Soutenez-vous l'intervention française en Syrie? 86% disent non, en tout cas internautes du JDD, et à 14% disent oui. Voilà pour éclairer mes invités. Demain, on s'intéresse, c'est la campagne officielle des Républicains. Voilà, la liste est prête, la campagne va pouvoir commencer et on en parlera demain. Il y a d'un côté Nicolas Sarkozy et Alain Juppé qui sont un petit peu les ténors, puis il y a les challengers, François Fillon et Bruno Le Maire, voilà, qui visent tous les deux la 3e place. On en parlera sur ce plateau. Bonne soirée à tous, merci pour votre fidélité et à demain.